Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous voulions aborder le sujet de la maladie, surtout de la maladie psychiatrique qui est la schizophrénie. Oui. Je vous laisse vous introduire et on commence le sujet. Oui, alors, disons qu'on commence le sujet, c'est un sujet qui est assez délicat parce que c'est une maladie qui est quand même, qui frappe d'un coup comme ça, bon nombre de parents, de familles, où on est complètement démunis face à ça. Donc les gens en général savent pas trop parce que ça frappe souvent les adolescents qui, enfin, beaucoup, la plupart du temps, c'est à l'adolescence, donc vers 17 ans, ça commence. Où tout d'un coup, l'ado déprime, l'ado va pas, entend des mots, entend des voix, commence à rentrer dans une espèce de psychose qui tourne en boucle. Alors ça peut se manifester par beaucoup de mots, différentes façons. Mais très souvent, il rentre dans des délires, il ne reconnaît plus, il a l'impression d'être empoisonné, il a l'impression qu'on lui parle, il marche, il est complètement désorienté, il rentre vraiment dans une... où les parents sont là, comprennent pas, parce que c'est subi, tout d'un coup. Ça arrive. Alors il y a des signes avant-coureurs que l'enfant effectivement traverse une période difficile où il y a des chocs souvent qui sont liés au déclencheur, ça déclenche. Alors notamment, on va reparler de ça, mais c'est pas pour remuer hein, le couteau dans la plaie, mais le cannabis a des méfaits aujourd'hui qui sont assez spectaculaires sur le cerveau, l'impact que ça a sur le cerveau de l'enfant, donc de nos adolescents. Après, il y a l'environnemental, il y a énormément de facteurs qui font, mais il se trouve que si certains ados auxquels j'ai eu affaire abusaient des stupéfiants et hélas, malheureusement, on décliné, mais tranquillement, ça s'est pas passé. C'est des signes avant-coureurs où ils commencent à avoir peur, ils commencent à rentrer dans une espèce de paranoïa. Donc il y a plusieurs formes hein, de schizophrénie. Mais celle auquel c'est pas, je suis pas médecin et j'ai pas du tout, alors que j'ai quand même une grande connaissance de cette maladie, mais je ne veux pas du tout prendre la place d'un médecin, ni quelqu'un de compétent. Mais avec l'expérience que j'ai sur le terrain et évidemment dans mon entourage, c'est tout un acheminement de choses où c'est très dur pour les parents en fait. C'est ça auquel je veux donner du courage aux familles, aux mamans qui sont confrontées à ça, où leurs enfants, leurs bébés tombent malades et que du jour au lendemain on leur annonce que leur enfant est... Alors ils ne diagnostiquent pas tout de suite au départ, ils n'aiment pas mettre des étiquettes en disant oui, voilà, il fait des poussées schizophréniques et des choses comme ça. Mais très souvent, du jour au lendemain, les parents ne sont pas bêtes, comprennent très bien que leur enfant devient fou et que c'est une maladie auquel ils seront confrontés toute la vie parce qu'on ne guérit pas de la schizophrénie. D'accord. Il y a des traitements, il y a des médicaments, il y a des tas de choses, des thérapies, des tas de choses qui font qu'il est entouré, il va bien, hein, parce qu'il est sous médicaments, et puis il est entouré, on s'en occupe. Mais dans les moments où c'est des crises, des poussées comme ça, où les parents sont démunis, et c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils puissent quand même trouver la force de pouvoir continuer le combat, de continuer quand même à l'aimer, parce que dans cette espèce de psychose comme ça, il y a des moments où c'est très difficile de... Déjà, personne comprend ce qui se passe, même l'enfant, parce qu'il a des moments de lucidité où il se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe. Et après, il part dans ses délires. C'est les parents, c'est les soignants qui font un travail extraordinaire, mais c'est surtout l'entourage qui est confronté à ça.
Et donc ensuite, il faut c'est des rêves, c'est des projections. Quand notre enfant est petit, on souhaite qu'il aille à l'école, qu'il fasse des études, qu'il se marie, qu'il fasse des enfants, qu'il ait des copines, qu'il s'amuse, qu'il ait une vie épanouie. Et tout d'un coup, ça nous happe. Ça happe les gens et puis ils sont cassés littéralement parce qu'ils doivent tout réorganiser. En fait, c'est comme si ils devaient réinitialiser complètement leurs projections de ce qu'ils souhaitaient vis-à-vis de leurs enfants. Et puis l'enfant lui-même. Donc c'est très difficile parce qu'il y a la maladie. Donc d'abord il y a l'enfant, ensuite il y a la maladie. Ensuite il faut identifier quel genre de maladie. Et en plus de ça, quand on nous donne le diagnostic, plus ou moins, parce que les médicaments sont en fonction, et puis les traitements, et puis ce qu'ils disent finalement, le verdict qu'ils donnent. Donc les parents sont souvent démunis, donc il faut parler avec d'autres parents, il faut faire des groupes, il faut se téléphoner, mais des fois les gens n'ont pas envie parce qu'il y a plusieurs étapes. Alors des fois ils passent par le fait qu'ils n'acceptent pas cette situation, ils n'acceptent pas que leur enfant soit malade. Donc ça c'est terrible pour une maman, pour un papa, pour une famille, parce que ça bouleverse profondément la famille. Ça bouleverse tout. Mais on a tendance à vouloir justement comme si que ça nous arrivait à nous. Mais bien sûr ça arrive à tous, à chacun, quand nous sommes confrontés à un proche qui vit ce genre de drame. Mais nous, on est de l'extérieur. Nous, on va l'aider. Nous, on est une béquille pour lui. Mais c'est à lui que ça arrive. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que la difficulté du jour au lendemain, lui, il était normal jusqu'à 16-17 ans. Hein, et ça lui tombe dessus. Enfin, c'est ça. Donc lui aussi, alors il part dans ses délires qui l'aident finalement à rester dans cette dynamique-là. Mais cependant, il a quand même des moments de lucidité. Il a quand même des moments où... Mais tout est sans dessus-dessous, donc c'est lui-même la victime en premier. Donc nous, on est là, on reste finalement normal, chamboulé, mais c'est pas à nous que ça arrive, c'est à lui. Donc c'est lui, et on oublie ça, on oublie que c'est à lui. Ah mon Dieu, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Parce que mon enfant est comme ça, j'aurais aimé avoir une vie normale et que lui ait une vie normale. Mais tout d'un coup, ça se passe pas comme ça. Tout d'un coup, il y a la maladie, et c'est une maladie psychiatrique, c'est une maladie qui est lourde, qui est difficile à assumer au quotidien, très difficile, qui demande beaucoup de force, de courage, de persévérance également, de patience, parce que il faut aller le chercher, parce qu'il rentre dans des délires, parce que x, y raison, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et puis bon, heureusement, plus il vieillit, plus c'est canalisé, on arrive à le calmer. Il y a aussi pas mal de thérapies, il y a aussi des hospitalisations qui sont assez régulières. J'entends, il y a vraiment tout un cheminement. Mais moi, c'est pas de ça dont je veux parler, parce que je ne veux pas prendre la place d'un médecin qui, lui, vous expliquera sans doute beaucoup mieux que moi. Mais ça, c'est les étapes que nous passons quand nous sommes confrontés vraiment à cette maladie. C'est un chamboulement transcendantal, c'est profond, c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser, mais plus jamais ça sera comme avant. Plus jamais. Et ça bouleverse tout. Donc il y a certaines mamans, certains parents qui vont continuer le combat. De toute façon, visiblement, ils disent tous qu'ils veulent aider leur enfant, ils n'ont pas le choix. Il y en a certains qui ne veulent pas vivre avec, il y en a d'autres qui vont s'investir, il y en a d'autres qui vont les garder à la maison, il y en a d'autres... Voilà, peu importe les décisions que la famille prend, de toute façon, ça sera toujours une décision qui sera difficile à prendre. Même s'ils décident de se séparer de l'enfant, de le placer, de faire autre chose, peu importe. Il faudra assumer cette décision et elle sera toujours dure, difficile. Alors, il y a aussi le dosage de médicaments, il y a aussi les discussions qu'on peut avoir avec les psychiatres, il y a tout un acheminement, un itinéraire à passer qui est extrêmement difficile aussi. La première fois où on doit l'hospitaliser, on doit faire intervenir un corps médical parce qu'on ne comprend pas, parce que son enfant est malade. Donc on ne sait pas, hein, on n'a pas mis des mots sur ce qui lui arrive, on a juste
constaté que c'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc on demande une intervention médicale et il y a une expertise, il y a une évaluation et puis ensuite une première hospitalisation. Et c'est là où c'est très difficile. Tout est difficile, mais quand les parents et quand l'enfant rentre pour la première fois hospitalisé, c'est un itinéraire qui est extrêmement difficile pour certains. Donc tout le monde réagit comme il veut, comme il peut surtout, face à ça. Mais du jour au lendemain, c'est pas facile d'admettre que son enfant a un souci psychiatrique et qu'il peut parfois, dans ses délires, friser la folie, voire la folie. En fait, ensuite, aller la visiter très régulièrement et être complètement spectateur de ce qui se passe et être effrayé, être désarmé face à ça et avoir ce sentiment d'impuissance comme ça et de chagrin. Donc c'est tout un itinéraire qui fait que c'est pas facile pour les parents. C'est pas facile pour l'entourage parce que les parents sont au départ soutenus parce que ça tombe dessus. Mais ensuite, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de discussions autour de ça, il y a beaucoup de tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et il y a certaines personnes qui sont très pudiques face à ça, ils n'en parlent même pas. D'ailleurs, des fois, ils mentent. Quand ils ont leur enfant à la maison, ils vont lui inventer une vie, ils vont lui dire ah, mais qu'est-ce qu'il fait ton enfant? Quel âge il a? Ah, bah ouais, il a 20 ans, 25 ans. Ah, bah dis donc, il est en pleine étude. Oui, il est en pleine étude. Il a une copine. Il est heureux. Voilà. Alors que c'est pas vrai. Il est juste malade. Donc il y a une pudeur. On passe par plusieurs étapes. Hein. On passe par la non-acceptation de ce qui se passe. Après, ensuite, on décide, on décide rien du tout. Ensuite, on suit le mouvement avec le temps, et puis on est usé, on n'en peut plus, on est fatigué, les choses disparaissent, ils ont peur de l'électricité, ils nous cassent, ils rentrent dans des délires. Enfin, c'est juste extrêmement difficile pour les familles, pour les frères, les sœurs, pour la maman, pour le papa. Et il faut qu'ils soient très unis à ce moment-là. Mais et puis il y a un chagrin qui est collectif hein, à ce moment-là, qui est familial, collectif, et qui fait que tout d'un coup, c'est ça qui ressort au début. C'est cette tristesse, c'est ce chagrin, c'est l'épreuve qui va durer toute la vie. J'entends, même si on le cadre au niveau thérapeutique, on le cadre au niveau médicamenteux, et on le cadre, il y a quand même, au niveau social, un rythme qui n'est pas soutenu par le monde du travail et dans la société dans laquelle on est. Il restera un enfant malade. Donc, pour une maman, pour un papa, alors les frères et sœurs, évidemment que ça c'est des dommages collatéraux parce qu'ils n'ont jamais souhaité ça et c'est tombé c'est tombé comme ça sur tout le monde. Mais c'est extrêmement... Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de patience, de persévérance, de comprendre, de savoir, de ne pas baisser les bras. Et il y a parfois dans l'itinéraire dans lequel vous allez traverser cette maladie, il faudra s'accrocher parce qu'il y a des moments où vous allez juste laisser tomber. Pas laisser tomber la situation, lâcher prise parce que vous en pouvez juste plus nerveusement. Donc vous allez avoir besoin d'échappatoires. Alors il y en a certains qui vont se réfugier dans la drogue, d'autres dans l'alcool, ponctuellement. Hein, on ne dit pas en règle générale les parents vont devenir drogués ou alcooliques. C'est pas de tout ça que je dis. C'est qu'ils vont avoir besoin de récréation, ils vont avoir besoin de se soulager et d'oublier un petit moment ce qui se passe parce que c'est trop pour la tête, c'est trop ce qu'ils vivent. Et c'est quand même leurs enfants, leur bébé, et tout est sans dessus dessous. Donc ils vont devoir recommencer à zéro. Donc l'enfant au départ, quand il commence à marcher, quand on le voit dans son berceau, il est mignon, attendrissant,
on le voit faire ses premiers pas, on projette des choses sur lui parce que forcément que c'est notre bébé, on veut que le bien pour lui, on veut le mettre dans les meilleures écoles, on veut qu'il fasse des études, on veut qu'il soit brillant, qu'il se marie, enfin, qu'il aille parcourir le monde, qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, et tout d'un coup, on est happé par cette espèce de lame de fond comme ça, ou non, ça va pas se passer comme ça. Le destin en a décidé autrement. Donc cet enfant est en train de devenir malade, et va devenir malade vraiment. Et c'est ça qui vraiment bouleverse et change la vie pour toujours. Et c'est à partir de là que les parents, enfin, vont devoir se reconstruire. Parce que construire, ils l'ont déjà fait quand il était petit et que tout allait bien jusqu'à la courbe ascendante de la maladie. Donc, et c'est à ce moment-là où ils vont devoir reconstruire un nouvel état d'esprit face à leur enfant, parce qu'il est malade, l'assimiler, le comprendre, l'accepter. Et rentrer dans le déni. Ils vont passer par plusieurs phases jusqu'au moment où ils vont vraiment accepter cette situation. Mais il faudra du temps, des années, avant d'accepter. Des années, parce que c'est profond, c'est... Donc, tout ça est normal. Vous allez passer par des moments qui vont être magnifiques, parce qu'il y a des moments où il va être super, comme si qu'il avait recouvert la mémoire, ses activités. Ça va être une espèce de lucidité, le traitement va marcher, vous allez en essayer 15 déjà. Hein, et puis, et avant de trouver le bon traitement qu'il lui faut, le bon dosage, et puis malgré tout, il y aura des excès de délire, il y aura des excès de choses que vous n'allez pas contrôler. Mais en règle générale, ça peut se stabiliser, surtout en vieillissant. Donc, il se stabilise, ça va un peu mieux. Alors, il y en a qui décident de les mettre dans des foyers, il y en a qui décident de les laisser dans un appartement, de leur donner leur autonomie. Puis, il y a des mamans qui décident, des parents, parce que des papas aussi sont très courageux certaines fois, décident de le garder à la maison et de l'entourer, de s'en occuper. Voilà. Et que l'enfant est à la maison, enfin l'enfant. Oui, ça reste leur enfant. Donc, il est à la maison. Mais c'est difficile, donc il faut cadrer le truc. Alors, évidemment qu'il y a des degrés. Donc, si c'est insoutenable, parce que les délires sont répétitifs, parce qu'il sort, parce qu'il crie, parce qu'il ameute tous les voisins, parce qu'il commence à être agressif, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a peut-être 1 ou 3% ou même pas, très peu, de schizophrènes qui sont violents. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a diabolisé cette maladie. Cette maladie, ils sont la plupart du temps, le 95, 16, 17%, ils sont inoffensifs. Alors oui, ils s'énervent avec la vie, avec leurs crises, avec leurs délires, leurs machins, leurs trucs, des potes imaginaires, ou ils se battent avec des gens imaginaires, où on arrive à canaliser. On arrive à passer dessus. Mais très très peu s'attaquent à leur mère, s'attaquent à leur père, commencent à tuer les gens dans la rue, faire du mal. Non, j'entends, il y en a très peu qui sont agressifs et violents. Donc il faut aussi vraiment dédiaboliser cette maladie. C'est que les médias en ont diabolisé. Ah, les schizophrènes, c'est un schizophrène qui a assassiné toute sa famille. Et puis tout d'un coup, voilà, alors les films à la télé, un schizophrène. Donc la schizophrénie, elle est devenue quelque part... le diable, c'est mal, il va nous tuer. Donc ça fait peur à l'entourage. Alors automatiquement, certaines personnes ne vont pas prononcer mon fils, il est malade. Il n'est pas schizophrène, il est malade. Donc ils vont même pas oser au départ. Ils vont le cacher. C'est bien plus tard qu'ils vont peut-être le formuler. Mais tout de suite, sur le moment, pour eux, c'est un choc. Parce qu'eux-mêmes sont conditionnés par ce genre par l'immédiat, par ce genre d'informations qu'on nous a mis dans la tête. Oh, les schizophrènes, mon Dieu. Oh, ils vont tous nous tuer, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont complètement tarés. Il faut avoir peur d'eux. Mais c'est eux qui sont des victimes. C'est vraiment eux, ils sont vraiment dans la souffrance. Donc, je crois qu'il faut se calmer avec ça.
Et bien nombre de personnes, de mamans, de papas, de frères, de sœurs, n'auraient pas cette pudeur de cacher cette maladie si les gens étaient beaucoup plus ouverts et avaient moins peur. Et c'est ça le truc. C'est que cette maladie fait peur, alors qu'en fait, effectivement, elle est impressionnante parfois quand ils ont des excès de paranoïa, quand ils ont des délires, quand ils disent qu'on les empoisonne, quand on dit ci, quand ils disent ça. Mais ça reste à huis clos. J'entends, c'est leur délire. Ils vont pas aller nous faire du mal. Alors oui, parfois, peut-être qu'ils vont essayer de nous crier dessus en disant « Ah, mais c'est ta faute !» Mais il faut juste les calmer en leur disant « Non, c'est pas de ma faute, tu te calmes maintenant, stop, tu t'arrêtes. » Et ça s'arrête, putain. C'est pas quelque chose où ils vont nous tuer, aller chercher le couteau, commencer à nous massacrer. Je crois qu'il faut vraiment, vraiment que les gens entendent ce que je dis. Les schizophrènes ne sont pas dangereux la plupart du temps. Il y en a très peu qui sont dangereux. Il y a plus de psychopathes dans la rue que de schizophrènes qui sont dangereux, j'entends. Donc les schizophrènes, ils sont cadrés, c'est eux les victimes, c'est eux, parce que quand ils ont des moments où le médicament fonctionne et qui marche, et grâce à Dieu, souvent, à un moment donné, ils ont ces moments où ils se sentent pas bien, ils le disent, ils le formulent. Au départ, ils savent pas eux-mêmes, ils sont perdus parce qu'ils étaient normaux jusqu'à 17 ans, même s'ils avaient des petits moments où ça jouait pas. La plupart du temps, ils ont eu une scolarité, ils ont fait des choses, ils étaient avec des camarades, et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça coupe. C'est fini, c'est tout ça parce que le cerveau a pris le dessus et que la psychiatrie a pris le dessus. Mais eux-mêmes souffrent de ça. Eux-mêmes. Donc ils gardent des souvenirs très longtemps où ils projettent mes camarades alors qu'ils ont même pas la notion du temps. J'en sais fini, ils sont coupés. C'est à nous de devenir un dictionnaire, c'est à nous de devenir leur agenda. C'est à nous de tenir le pilulier, c'est à nous de faire ça. Donc si c'est pas maman, ça sera des gens compétents et des soignants. Mais je vous en supplie, ne leur tournez pas le dos et n'arrêtez pas de les voir. Ils ont besoin d'être stimulés parce qu'ils sont très conscients qu'on les laisse tomber. Que la schizophrénie fait peur aux gens. Donc du coup, ils arrêtent d'aller le voir parce qu'ils partent du principe que ça sert à rien de leur parler, d'aller les voir parce que ils sont dans un délire en permanence. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que, en fait, pas du tout. Ils ont des tas de moments de lucidité, des grands moments de lucidité. Et ils se rendent bien compte de cette solitude qui est autour d'eux, qui règne autour d'eux. Et que s'il n'y avait pas maman, papa ou certains soignants qui sont formidables et que certains qui passent au-dessus de cette peur, il n'y aurait personne autour d'eux, il n'y a plus personne autour d'eux. Ils deviennent inexistants, ils deviennent juste pas fréquentables, c'est fini, on peut plus, et c'est tabou parce que les gens n'en parlent pas en plus. Ah, il est malade, mais qu'est-ce qu'il a ? Ah ben il est malade, on ne sait pas trop, il est malade, c'est psychiatrique, mais on ne sait pas. Ils mettent pas le terme de schizophrène parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils ont peur de faire fuir les autres. Et c'est dingue cette histoire. Donc je veux vraiment parler de ça, des mamans, des papas, leur donner le courage de continuer quand même, de continuer parce que c'est extrêmement difficile, et ça je pèse mes mots, de continuer à aimer un enfant qui grandit, qui n'est plus un enfant, qui devient un homme, mais qui a le cerveau d'un enfant et qui est malade. C'est extrêmement difficile de lui dire je t'aime quand il nous le dit alors qu'il y a 10 minutes en arrière, il vient de nous insulter, de rentrer dans des délires où on n'en peut plus, on est fatigué de tout ça. C'est très difficile de continuer à les aimer, mais je vous en supplie, ça va passer. Parce que c'est lui qui souffre. Donc c'est très important de continuer quand même. Et je sais que vous le faites, que vous continuez quand même, mais à quel prix ? Donc tout est sans dessus tout, même vous, vos sentiments sont diffus, vos sentiments sont complètement à l'abandon, vous savez plus quoi penser, vous savez même plus vous positionner dans l'espace dans lequel vous êtes avec lui. Mais n'oubliez pas une seule chose, c'est que c'est lui qui souffre, c'est à lui que ça arrive, parce que nous avons tendance à dire « Ah, mais j'ai pas mérité ça ». J'ai pas mérité cette vie, j'ai pas mérité mon fils malade. C'est pas nous qui n'avons pas mérité ça. C'est lui qui l'a pas mérité. C'est lui. Donc c'est de ça dont je veux vraiment vous faire prendre conscience et je vous l'accorde de toute la puissance de mes mots.
que c'est extrêmement difficile de continuer à aimer un enfant qui est dans la souillure, qui des fois fait n'importe quoi, qui des fois salit tout, qui des fois rentre dans des délires, fait des expériences, des machins, des trucs. Mais ça reste à huis clos encore une fois, il n'est pas dangereux. Ils en ont même tellement marre parfois, ils s'en rendent compte, qu'ils sont déjà esselés, parce que tout le monde les laisse tomber, parce que tout le monde a peur d'eux, parce que quand ils rentrent dans des délires et que c'est des gens qui ont un profil particulier, après, forcément, ils sont dans leur délire. Donc, du coup, ils ont un profil particulier, ils ont une attitude particulière, ils sont taciturnes, sont enfermés, ou ils sont expressifs et ils disent n'importe quoi, ils tiennent des propos qui sont incohérents. Bien sûr, ça c'est clair qu'il faut... C'est très difficile de pouvoir... manager ça et de rester toujours intègre. Mais il faut à tout prix rester intègre. Il ne faut jamais l'oublier, jamais l'oublier, jamais. Ne vous oubliez pas, mais ne l'oubliez surtout pas. Et c'est pas à vous que ça arrive. Vous êtes un dommage collatéral. Ce qui arrive, c'est à lui. Et notre devoir, c'est de les protéger. Parce qu'ils ne sont pas dangereux. Je le répète encore une fois, ils ne sont pas dangereux. S'ils sont suffisamment bien entourés, qu'ils sont bien cadrés. Il y a des gens formidables, des éducateurs, des assistants sociaux, des soignants, qui font un travail extraordinaire dans nos contrées, extraordinaire pour eux. Et eux, ils jouent le jeu. Et ces pauvres malheureux, ils s'en rendent bien compte que tout d'un coup, ils sont fragilisés, qu'ils n'ont pas toute leur tête. Donc vous savez ce qu'ils font ? Eh bien, ils se suicident. Parce que c'est trop pour eux. C'est juste too much, c'est trop. Ils n'en peuvent plus. Ils se rendent bien compte. Et la plupart des schizophrènes, hélas, malheureusement, se suicident. Mais ça, c'est terrible. J'ai eu une maman qui m'a dit, il y a parfois, dans mon désarroi, j'aurais préféré, oui, quand il est vraiment dans des crises qui sont chroniques, qui ne passent pas, parce que c'est très difficile pour moi, qu'il s'en aille. Mais je l'aime tellement. Et quand il est merveilleusement bien et qu'il revient comme un nouveau souffle à la vie, c'est mon enfant. Et je veux qu'il vive, parce que qu'est-ce que je ferais sans lui ? J'ai appris à l'aimer comme il est. Et peu importe s'il est schizophrène ou pas, c'est mon fils. Et il me fait jamais de mal. Et il m'aime profondément et il s'en rend compte. Une maman m'a dit ça. Je suis émue parce que c'est un témoignage poignant. Alors, l'itinéraire est très difficile. Le chemin, c'est un long combat. C'est vraiment, des fois, on a l'impression que ça sert à rien. Mais pour eux, il faut continuer quand même. Et le courage, vous devez absolument le trouver. Puiser la force. À tout prix, de toute façon, vous l'avez. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui donne cette puissance. Et franchement, parce qu'il y a des moments merveilleux que vous pouvez encore passer avec eux. Des moments merveilleux, parce qu'ils ne sont pas toujours dans des délires. Ils ont des grands moments de lucidité. Il y en a même certains qui sont réinsérés, qui font des ateliers, qui font plein de choses, qui voyagent, qui ont même des copines, qui essayent d'avoir une vie et qui sont stabilisés. Alors ils vont voir quelqu'un, c'est sûr, on leur donne un coup de main. Mais on a trouvé le bon remède, ils jouent le jeu, ils font des thérapies, ils sont entourés. Mais il faut arrêter de penser qu'ils sont tous dangereux et qu'ils vont vous faire du mal dès que vous entendez prononcer « il est schizophrène ». Oh mon Dieu, ça me fait peur. Alors je vais pas aller chez elle, on sait jamais s'il crie ou s'il commence à se promener tout nu sur la table. Non, ça se passe pas comme ça. Et croyez-moi, la mère, si l'enfant il en est là, vous croyez que les parents ils vont vous inviter à manger à la maison alors que l'enfant n'est pas canalisé, n'est pas calmé? Parce que tout ça, ça passe. C'est des étapes, c'est des périodes. Il faut juste passer son délire, voilà. Et ça passe. Et plus il vieillira, et plus il va se calmer, et plus ça sera canalisé. Mais il faut à tout prix l'entourer et aussi lui faire confiance. Parce que ce qu'il dit, il ne faut pas à chaque fois mettre ça sur le dos qu'il est malade. Ah, alors on ne prend pas ça au sérieux. Parce qu'il est malade. Alors que pas du tout. Vous savez, j'ai trouvé extraordinaire l'équipe avec qui je travaillais en psychiatrie.
qui était vraiment formidable. Et il y avait un médecin qui était absolument extraordinaire, parce que j'ai longtemps étudié cette pathologie, longtemps, et je pourrais vous en parler plus longuement par le biais de ma boîte mail, ou de toute façon je ferai une suite, parce que c'est très important de reparler de ça. Mais j'ai trouvé, je lui ai demandé, j'étais une jeune à ce moment-là, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment vous faites pour discerner quand nous nous retrouvons face à des adolescents, hein, parce qu'il y a aussi l'adolescence à 17 ans. Il y a la maladie, donc la schizophrénie avec toute la psychose que ça implique, donc tout ce que ça implique, donc dans les délires, dans les ci, dans les ça, dans les crises, les machins, la musique à fond, fumer à outrance, s'exhiber, faire peu importe le caractère, parce que c'est aussi une question de caractère de l'enfant, mais je lui ai demandé, parce que je trouvais extraordinaire qu'à certains moments, il n'intervenait pas, et donc aussi certains autres soignants qui avaient l'expérience sur le terrain. Moi, j'étais trop jeune pour ça. Donc j'ai appris énormément. D'ailleurs, je les remercie s'ils m'entendent, grâce à eux. Et je leur ai demandé, mais comment tu arrives à faire la différence entre l'adolescence, où c'est juste parce que c'est l'adolescence qui intervient maintenant dans son comportement, qui génère une multitude de symptômes qui ressemblent étonnamment à l'adolescence, mais qui peuvent aussi ressembler à cette maladie, cette pathologie. Comment tu fais ? Il m'a dit, c'est très simple. Il ne faut jamais oublier qui il est quand il est rentré dans notre service. C'était un adolescent. Donc il ne faut jamais oublier que c'est un adolescent. Et quand tu vois que là, il rentre dans un délirium et qu'il rentre vraiment dans des choses qui ne sont complètement incohérentes, là, tu fais la différence. Mais quand un adolescent qui rentre ici et qui est juste, on le soupçonne, on n'a pas posé de diagnostic, on dit qu'il souffre de poussées schizophrènes qui peuvent être ponctuelles comme qui peuvent durer, enfin peu importe. Il m'a dit, n'oublie jamais que c'est un adolescent qui est rentré ici. Donc avec ce que ça implique, il aime la musique forte, il aime provoquer, il aime faire chier, il aime ci, il aime ça, donc ça tu dois avoir le discernement. Et avoir étudié longuement le comportement d'un adolescent pour que tu puisses différencier la maladie. Sinon tu n'as rien à faire dans le service de psychiatrie si tu n'es pas capable d'avoir le discernement. Donc étudie, pousse et apprends le comportement d'un adolescent, ensuite d'un adulte, ensuite d'un vieillard, et ensuite tu pourras avoir le discernement, et encore. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'était un professeur qui était évidemment enseignant à la faculté de médecine et qui m'a beaucoup appris. Et parti de là, j'ai compris. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont similaires quand nous faisons face à un adolescent qui effectivement écoute de la musique à fond, qui envoie chez tout le monde, qui crie, qui s'engueule avec les autres. Alors effectivement, c'est un peu plus pimenté, mais ça reste l'adolescence. Et moi, j'avais tendance au départ à tout mélanger. À me dire, merde, c'est la maladie, c'est pas la maladie, qu'est-ce que c'est ? J'étais perdue. Et en fait, c'est grâce à ces mots j'ai tout compris. Et ensuite, j'ai été potassée, j'ai regardé, j'ai appris. Je les ai étudiés, j'ai appris. Et c'est des personnes formidables, parce qu'il y avait certains moments où ils étaient extraordinaires. Et gentils comme tout, des amours. J'entends même s'ils sont très extravagants certains, d'autres introvertis, d'autres taciturnes, d'autres tout ce qu'on veut. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont vous sortir un couteau et qu'ils vont vous planter. Donc il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il y a seulement 1% de schizophrènes, voire 2% qui sont dangereux. Et ceux-là, ils les canalisent, les psychiatres, et ils les ont. Alors il y a d'autres pathologies, mais on parle spécifiquement de la schizophrénie. Donc arrêtez d'avoir peur des gens qui vous disent « Ah, mon fils est schizophrène, alors du coup, vous venez plus, vous la soutenez même pas. Vous soutenez même pas la maman, la souffrance qu'elle a, parce que vos enfants vont bien, parce que x, y raison. C'est pas grave. Parce que, pour finir, c'est pas les gens qui s'éloignent de la maman. C'est la maman qui s'éloigne des gens.
parce qu'elle n'a pas envie qu'on juge son enfant, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle doit adapter toute sa vie en fonction de son enfant et de cette pathologie. Donc du coup, il laisse un petit peu plus le lest avec les gens, ils les voient de moins en moins, ils veulent déjà même pas les inviter suivant comment ça se passe à la maison. Ils s'isolent, parce qu'au départ, ils ont honte. Donc ensuite, ils vont se demander ce qu'ils vont faire de tout ça, parce qu'ils sont sans dessus dessous, bouleversés, chamboulés. Mais s'ils ont finalement le besoin de se confier, et qu'ils ont le courage de formuler, parce qu'ils ne le disent pas à tout le monde, que leur enfant est schizophrène. Parce que justement, avec tout ce que ça implique, et les retombées, donc du coup, ils ne veulent pas en parler, ils préfèrent vivre normalement, ils mentent à la société. Qu'est-ce que ton fils fait dans la vie? Oh, il fait des études, il a une année sabbatique, il trouve toujours des subterfuges pour pouvoir faire des feintes et puis pas dire la vérité. Donc très souvent, il ne vous invite pas à la maison. Donc s'il a le courage de se confier à vous, c'est que c'est vraiment trop dur à ce moment-là. Et qu'il vous le dit. Ne le rejetez pas. Ne dites pas « Ah, ça me fait peur » ou « Non ». Je crois que c'est très important de les soutenir, de soutenir. Et encore une fois, ce n'est pas à vous que ça arrive. C'est à lui ou à elle. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait si ça vous était arrivé, avec les parents que vous aviez, dans le contexte dans lequel vous évoluiez, dans l'environnement, avec les mœurs, avec tout? Qu'est-ce que vous seriez devenu? Il y a 50 ans, la psychiatrie, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'aurait pas été dans un champ en train de gambader et faire des thérapies. Hein? On l'aurait lobotomisé, ou qu'est-ce qu'on lui aurait fait? C'est terrifiant de ce qui se passe. Alors, c'est ça que je tenais à vous dire. On va en reparler, je réaborderai le thème, je vous le promets, de façon... Là, c'était vraiment une ébauche pour vous parler un petit peu, en gros, du chagrin des mamans, des papas, et de la famille, et de tout le monde qui est impliqué dans cette histoire, parce que ça change la vie de tout le monde. Voilà, c'est ça qui est le plus important, et que je voulais transmettre ce message. C'est, si ça vous arrive, c'est pas à vous que ça arrive, vous êtes un dommage collatéral. Et là, vous devez être jugé en fonction de ce dont vous êtes capable. Et comme on dit bien, Dieu ne nous place jamais devant les épreuves que nous ne sommes pas capables d'affronter. Voilà. Et ça, je tenais vraiment à vous le dire. Donc continuez, malgré tout, même si vous avez l'impression que vous ne ressentez plus rien, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes bouleversé, que vous ne vouliez plus. C'est normal. Partez un moment. Allez faire un tour. Allez voir une copine. Changez-vous les idées. Mais n'oubliez jamais que ce qui se passe, malgré tout, vous ne pouvez pas l'effacer. Et je vous demande d'avoir vraiment beaucoup de courage. Et je suis fière de vous. Si ça vous correspond, j'espère que... De toute façon, je vous donnerai des suites, mais... Parce que j'ai tellement de choses à raconter là-dessus, tellement d'exemples à vous donner. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo, je vous promets. Voilà, c'était pour vous donner un petit brin de courage. Je vous embrasse et je suis fière de vous, vraiment. Quoi qu'elles soient vos décisions, c'est déjà courageux d'y faire face. Mais on doit assumer toute la vie. Et c'est ça le voyage. Et quand on pense aux soucis, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va devenir, enfin, on vit plus légèrement après. On peut plus se dire, ah bah tiens, il a 19 ans, 20 ans, il est parti en études, on n'a que nous, on peut voyager, faire des trucs. Non, c'est fini, il est toujours là, présent, c'est toujours... Voilà. Donc, et pour ça, il faut avoir du courage. J'aime pas dire falloir, parce que falloir, c'est un joli verbe, mais... qui parfois nous fait bien chier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important d'y croire quand même. Juste d'y croire quand même, en tout cas d'essayer. Vraiment. Et de vous tourner vers les bonnes personnes qui sauront vous comprendre. C'est tout.
Et les soignants font un travail fabuleux, merveilleux. Vous pouvez trouver du réconfort auprès d'autres mamans, mais les soignants sont extraordinaires, vraiment. Et voilà, je vous embrasse et on en reparlera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout de bon et j'espère que je ne vous ai pas heurté en parlant avec toute ma passion. Je vous embrasse. Au revoir.